Bonjour à tous et bienvenue à vous pour ce grand rendez-vous spécial. Deux invités en ce dimanche à partir de 10h30. Nous recevrons le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, au bord de la rupture avec son parti, le Rassemblement national. Va-t-il pour autant rompre définitivement les liens? Nous le saurons tout à l'heure. Mais tout d'abord, c'est votre grand rendez-vous. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Et merci de nous accorder votre première prise de parole après l'annonce de votre soutien aux Parisiens, Emmanuel Macron, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, député de l'Oise. Vous êtes une figure à droite expérimentée et respectée. Vous êtes également le puissant président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Et pour vous interroger à mes côtés, Nicolas Barré des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Éric Woerth, tout d'abord une première question d'actualité autour des cortèges dits convois de la liberté hier à Paris avec des revendications hétéroclites mêlant des revendications contre le pass vaccinal mais aussi sur le pouvoir d'achat. Il y a eu de vives tensions hier sur les Champs-Élysées mais pas de blocage de la capitale. Comment vous appréhendez, vous décrivez ce mouvement? Bon, d'abord, l'idée même de liberté est évidemment pour le moins paradoxale. Vouloir bloquer Paris, gêner les citoyens dans leur propre déplacement, c'est évidemment pas de la liberté, c'est une voie contre la liberté. Les mots d'ordre sont aussi dans tous les sens. C'est le pass vaccinal, c'est les vaccins, c'est le pouvoir d'achat, c'est mille choses, c'est l'énergie, c'est l'essence. Enfin, a priori, ils en consomment beaucoup d'ailleurs. Donc je vois pas bien, sinon l'idée qu'on n'est pas content, quoi. Mais c'est vrai, il y a 67 millions de Français qui sont souvent pas contents. C'est même notre ADN souvent d'être un peu pas content. Donc je sais bien qu'il y a eu les gilets jaunes, donc il faut faire très attention au fond à ne pas une sorte de cristallisation de la colère que le pays sait faire. Hein, l'histoire l'a montré aussi. Donc je comprends que le gouvernement, les forces de l'ordre soit particulièrement vigilante. Chacun a le droit de dire qu'il est ferme. Chacun a le droit de dire qu'il n'est pas content. Heureusement, dans un pays comme la France, il y a plein de pays où on peut pas le dire. On va ennuyer les autres pour ça. C'est pas non plus la bonne méthode, me semble-t-il. Alors je le disais, Éric Woerth, en introduction, vous êtes une figure respectée à droite. Toutefois, depuis l'annonce de votre soutien à Emmanuel Macron, les attaques fusent. Pour le président des LR, Christian Jacob, vous êtes un parlementaire en fin de carrière, dont les affaires judiciaires ont sans doute pesé dans votre choix. Vous avez entendu tout ce qui a été dit par vos amis. Faut-il les appeler encore vos amis? Comment vous réagissez aujourd'hui? C'est toujours mes amis, oui. Enfin, c'est peut-être pas symétrique, hein, je ne vais pas trop mesurer, mais c'est toujours mes amis, c'est ma famille politique, je ne la renie pas. J'ai 40 ans de militantisme, donc il n'y a pas grand monde qui peut me donner des leçons de militantisme. Et je suis né du militantisme, je suis un militant au bon sens du terme, je l'espère. Simplement, j'ai évolué, je ne suis pas militant jusqu'à l'aveuglement. Et je pense qu'aujourd'hui, une bonne partie de mes amis politiques ou s'aveuglent eux-mêmes, peut-être par une sorte d'animation interne et d'émulation interne. Mais le pays, il a besoin de changer. Et le président de la République, certes, peut-être que les 3 premières années n'ont pas été au moins celles qu'on aurait pu penser. Dans les 2 dernières années, il a quand même montré une vraie évolution. Sa présidence a évolué vers de plus en plus, je pense, de maturité, de capacité à comprendre le pays, d'erreurs aussi. Je les ai moi-même beaucoup dénoncées. Mais oui, beaucoup. Parce qu'on peut les écouter. Mais ça me donne de la liberté. Mais bien sûr qu'on peut les écouter. Partons de là pour comprendre la liberté que vous avez aujourd'hui et votre choix, justement, Éric Woerth. Mathieu Bock-Côté, on va écouter cet extrait, effectivement. Je partage l'opinion de Laurent sur l'idée que le président ne connaît pas les Français. Je la partage profondément. Je pense que le président, son parcours montre... Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Un peu tout, sa façon de traiter les sujets, sa façon très technocratique d'aborder les choses, sa manière d'en rajouter pour créer des images d'empathie. Quand on est obligé systématiquement de prendre le premier enfant qui passe, de le prendre dans ses bras devant évidemment la caméra, parce que sinon ça ne sert à rien. Est-ce que c'est très naturel? Est-ce que c'est au fond la bonne manière de faire? Alors que s'est-il passé, tout simplement?
pour que vous... Mais j'avais raison, absolument C'est raison. le même Éric Woerth, c'est le même homme. Oui, c'est le même type, c'est exactement pareil. Peut-être un peu vieilli, mais en tout cas, Christian Jacob le dirait sans doute très bien. Mais honnêtement, je pense que Emmanuel Macron, enfin sa présidence a beaucoup changé, d'ailleurs par les coups, hein, par les crises, par tout cela, et qu'il est rentré au fur et à mesure dans les vrais habits d'un président de la République. Ce que je crois, il est aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai employé la formule de président débutant. C'est très mauvais. Quand on a pendant 5 ans, c'est très peu 5 ans. La France, elle a besoin de temps. Si on pouvait se donner un peu de temps et de stabilité, justement pour l'utiliser, pour réformer, pas pour être immobile. Mais Éric Woerth, vous avez été un opposant de premier plan. Oui, vous n'avez pas voté les budgets. Vous avez eu des mots, j'allais dire, directs et crus à l'encontre du président. Donc, les militants aujourd'hui, ceux que vous connaissez, ceux que vous croisez sur le marché de Chantilly, qu'est-ce que vous leur dites pour expliquer un tel soutien? Mais je leur ai déjà dit, je comprends la colère, je comprends évidemment la surprise. C'est pas le sujet. Moi, je pense qu'un deuxième mandat d'Emmanuel Macron sera un bon mandat, sera un mandat nécessaire et utile pour le pays. Sur le premier mandat, j'ai dit ce que j'avais à dire sur au moins les 3 premières années. Les budgets en eux-mêmes, certes, je ne les ai pas votés. J'ai d'ailleurs mis beaucoup d'arguments. Ouais. Bien sûr, juste un mot. Mais sur l'ensemble des 2 dernières années, notamment en ce qui concerne tous les budgets liés à la crise, je les ai votés. D'ailleurs, les Républicains les ont votés, ou parce que je les ai incités à le faire. Donc je ne renie rien de ce que j'ai dit. J'ai l'intuition, pourquoi vous considérez comme un traître ? je fais le pari qu'un deuxième mandat d'Emmanuel Macron est une chance pour la France, comme l'aurait été un deuxième mandat de Nicolas Sarkozy. Ça veut dire ce matin, Éric Woerth, que vous rejetez toutes les accusations de traîtrise, parce que les mots sont forts de votre camp, et vous dites non, moi c'est un cheminement normal et c'est pour l'intérêt de la France, au fond. Oui, le mot traître est jamais très agréable et je pense ne pas en être un. Mais l'histoire politique et la traîtrise, il faut quand même regarder ça de près. La vraie question, il y a un truc qui nous surplombe, qui surplombe les partis qui, de temps en temps, se transforment un peu en clan. C'est l'intérêt du pays. Quel est l'intérêt du pays ? Je pense que l'intérêt du pays est d'avoir un président expérimenté, rodé, capable de réformer. Si c'était pas le cas, je ne l'aurais pas soutenu. Je pense que c'est le cas, et je pense qu'on doit éviter toutes les choses trappes qui aujourd'hui se dressent devant notre pays, c'est-à-dire le populisme, le souverainisme, la fermeture. C'est tout ce que risque aujourd'hui un pays qui a peur. Vous pouvez comprendre quand même que certains de vos soutiens soient déroutés, parce que vous nous disiez, à propos de la politique d'Emmanuel Macron, il n'y a pas l'ombre du début d'une action sur la dépense publique, et c'est le même Éric Woerth qui dit aujourd'hui, non, il n'a pas cramé la caisse. Donc, il y a quand même un peu une contradiction là quelque part. Mais j'ai pas dit cramer la caisse. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait eu de cocktail Molotov sur la caisse du pays, ni un incendie de forêt. J'ai parlé d'une ambiance dépensière. C'est pas tout à fait la même chose. En réalité, quand on regarde les choses, quand on regarde les mandats, notamment le mandat de Nicolas Sarkozy, où Valérie Pécresse et moi avons été ministres du budget, nous avons emprunté les mêmes sommes. Exactement les mêmes sommes. Nous avons à peu près augmenté la dépense publique en début et fin de mandat de la même manière. Donc c'est pas le sujet. Le sujet, in fine, c'est comment on arrive, avec du temps, à réformer les finances publiques de notre pays. Pas pendant les temps de crise, mais à réformer les finances publiques de notre pays, à faire en sorte qu'elles ne progressent pas plus de, 1,5 ou 1%, comme on dit en volume. 1,5, ce serait quand même nécessaire et souhaitable. Comment on rétablit le sujet de la dette, et pas pendant la crise. Donc en gros, Emmanuel Macron et pas pendant la crise. Emmanuel Macron, il a fait quelque chose pour lequel nous avons tous voté, c'est-à-dire le soutien de l'économie au moment donné où tout allait fermer. Et ça, c'était nécessaire. Et ça a été plutôt bien fait. Et ça a été fait dans la concertation avec et d'ailleurs, nous avons voté pour. Il n'y a pas de problème sur le vote pour. Moi, je fais attention à la dépense courante. Et la dépense courante, au début de son mandat, elle a évolué plutôt de façon inférieure à ce qu'elle évoluait auparavant, mais il fallait encore aller plus loin. Et puis après, il y a eu les dépenses de crise. Nous devons peut-être signer avec les Français un pacte sur les 5 ans qui viennent sur la stabilisation de la dépense et la baisse de la dette publique. Ça veut dire plus de dépenses
efficace, jouer sur l'efficacité de la dépense publique. C'est pour ça qu'au Parlement, j'ai fait entrer l'idée d'un printemps de l'évaluation des dépenses publiques. J'ai encadré en réalité et participé à encadrer un peu plus la notion de la dépense. Permettez-moi de revenir sur les raisons de votre rupture. Oui. Vous nous dites la France doit se tenir loin du populisme, doit se tenir loin du souverainisme, doit se tenir loin du repli identitaire. Est-ce qu'on comprend que, selon vous, Valérie Pécresse serait otage d'une aile trop conservatrice chez les Républicains? Oui, vous comprenez assez bien. Oui, c'est ce que je pense. Je pense que cette aile qui coexistait assez bien avec une aile plus libérale, plus gaulliste, au fond, parce qu'il y avait un Nicolas Sarkozy ou un Jacques Chirac, d'ailleurs, ou d'autres, et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de vicissitudes dans l'histoire de ce mouvement. Aujourd'hui, elle est devenue majoritaire. Elle est devenue majoritaire. Et ça me semble être une très mauvaise évolution. Il y a au fond chez Valérie Pécresse à la fois Emmanuel Macron, il y a beaucoup d'Emmanuel Macron, mais peut-être un peu sans le talent, et puis il y a beaucoup également d'Éric Zemmour, mais sans la puissance. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est Emmanuel Macron sans le talent, Éric Zemmour sans la puissance, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années? Pourquoi vous n'êtes pas parti avant? Parce que je ne suis... Valérie Pécresse et Xavier Bertrand sont partis des Républicains. Oui. Et vous pourriez, comme vous reprenez à juste titre, d'ailleurs je ferai la même chose, mes déclarations du passé, et je les assume parfaitement bien, et elles se comprennent parfaitement bien, mais vous pourriez reprendre ce que disait Valérie Pécresse quand elle est partie des Républicains. On les a interrogés, et vous pourriez souvent, reprendre aussi ce que disait Xavier Bertrand. Ils sont partis pour les mêmes raisons. Exactement, ils sont partis exactement pour les mêmes raisons qui m'amènent aujourd'hui à soutenir un deuxième mandat. Ils sont partis avant une élection présidentielle, mais ils sont partis. Mais Sonia Mabrouk, ils sont partis pour soutenir leur propre candidature. Ils sont partis pour soutenir leur propre candidature. Moi, je suis pas candidat à l'élection présidentielle, et je pense à un moment donné que cette aile trop populiste et trop souverainiste des Républicains aujourd'hui est majoritaire. Et ce n'est pas la formation politique à laquelle j'ai adhéré il y a 40 ans et à laquelle j'ai continué à adhérer régulièrement. C'est pas du débauchage. C'est au contraire une vision très froide et en même temps aussi très triste de l'évolution de cette formation politique. J'ai essayé de la changer de l'intérieur. J'ai combattu la stratégie de Laurent Wauquiez, et je l'ai fait, probablement plus que d'autres. Et puis après, on voit bien que les choses se sont malheureusement pas passées comme je le souhaitais. Valérie a choisi d'essayer de changer les Républicains de l'extérieur, comme Xavier Bertrand, c'est ce qu'ils avaient dit. Moi, j'ai essayé de les changer de l'intérieur. J'y suis pas parvenu, donc tac. Je considère qu'Emmanuel Macron n'est pas le diable et le candidat LR n'est pas Dieu, qu'il n'y a pas de traîtrise évidemment là-dedans, les idées surplombent tout, l'intérêt du pays surplombe tout, l'intérêt des Français surplombe tout. On va continuer à en parler, Éric Woerth, là l'explication, éclate davantage au grand jour, et on va essayer de comprendre en quoi vous n'êtes pas aussi otage d'une politique de débauchage. Vous dites que non, parfois on a l'impression que tout cela est orchestré, d'autant plus que Valérie Pécresse va tenir un meeting important tout à l'heure. Le fond, la forme, on y revient avec vous dans quelques instants. Merci d'être avec nous en ce dimanche et surtout avec notre invité, Éric Woerth. Il y a deux façons de voir les choses ce matin. Soit, et comme certains le disent dans votre camp, Éric Woerth, malheureusement vous êtes traité comme un traître, un lâche. Soit d'autres qui vous disent, vous avez le courage aujourd'hui de dire qu'un second mandat d'Emmanuel Macron serait un mandat utile. La question se pose, est-ce que vous avez eu des conversations directes avec le président? Est-ce qu'il vous a promis quelque chose? Est-ce que ce soutien vaut peut-être un ministère? Est-ce que c'est un plat de lentilles, c'est ça, oui. Ce que j'entends? J'aime pas trop les lentilles, enfin, c'est très bon, hein, surtout. Mais non, bien sûr que j'ai discuté avec le président de la République, évidemment. D'abord, j'ai discuté comme président de la Commission des Finances à plusieurs reprises au moment de l'élaboration des plans de relance, des plans d'urgence, etc. Donc, voilà, il y a un fil qui s'est fait. Et puis, on a parlé de beaucoup de choses à plusieurs moments. Moi, je pars pour des raisons idéologiques et pour des raisons pragmatiques. Très pragmatique. Je pars pas. J'ai exercé plein de responsabilités. J'ai été maire pendant très longtemps. J'ai été au gouvernement. J'ai été député. Donc je suis en mal d'aucune ambition. C'est pas véritable. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je sais bien qu'il y en a qui me disent que je suis en fin de carrière, mais enfin, en général, ils ont même pas commencé la leur. Donc il y a un moment donné, il faut juste remettre les choses. Moi, je pense que quand on fait de la politique, et je crois que c'est vrai pour tous ceux qui en font, du plus modeste au plus important, ils ont chevillé au corps l'intérêt de leur pays, l'intérêt de leur ville, l'intérêt de tout ça. Ça veut dire que ce matin, vous êtes cohérent avec vos convictions et vos amis des Républicains ne le sont plus. Non, ils ne le sont pas collectivement.
réellement pas collectivement. J'ai jamais hurlé avec les loups quand Valérie Pécresse est partie, ou Xavier Bertrand, même quand Bruno Le Maire, Édouard Philippe ou Gérald Darmanin, parce que je ne crois pas à cela. Je crois qu'il y a l'idée de la France. Et c'est, au fond, je pense que le président, il n'est pas plus de gauche que moi aujourd'hui. Alors, j'ai bien que ça ne plaît pas à la gauche. Dire que c'est le meilleur président de droite. C'est le président de droite. En tout cas, la liberté de l'entreprise. Je n'adhère pas à l'idée que la France est un pays totalement éclaté, fragmenté. Je n'adhère pas à l'idée que la France est en perdition. La France, elle est forte. Il y a beaucoup d'éléments qui le disent. Il faut juste le révéler. Et on a besoin de réformes pour le faire. Et moi, je suis prêt à discuter de ces réformes de façon extrêmement approfondie. Mais Éric Woerth, quelque chose m'échappe néanmoins, pardonnez-moi d'y revenir. On reproche à droite à Valérie Pécresse d'être trop libérale, d'en appeler probablement au deuxième tour à voter pour Emmanuel Macron. Et si un électorat LR qui quitte vers Zemmour, par exemple, c'est parce qu'on reproche à Valérie Pécresse de ne pas être assez identitaire ou souverainiste, appelez ça comme ça. Et vous lui reprochez d'être trop identitaire et souverainiste. J'essaie de comprendre. Je ne lui reproche pas personnellement. C'est la ligne de la majorité des gens qui l'entourent, en réalité. Mais est-ce que c'est sa ligne à elle ? Non, je crois pas. Je pense pas. Elle est partie pour ça. Elle revient pour défendre sa propre candidature, pas pour défendre la candidature d'un autre, sinon elle serait pas revenue. Donc la question, elle est juste là. Et je crois que le deuxième mandat d'Emmanuel Macron sera un mandat extrêmement utile pour le pays. Je pense que réformer notre pays, c'est améliorer sa compétitivité, c'est faire en sorte que le pouvoir d'achat soit pas uniquement une distribution gratuite et pas gratuite d'ailleurs de chèques. Il l'a fait lui-même d'ailleurs. Et l'ensemble des candidats, c'en est plein leur programme. Donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on fait pour gagner un point et demi de croissance supplémentaire. Tout ça. Est-ce que vous avez un échange franc, direct et en famille pour pas tant que ça. Pas de contact direct avec Valérie Pécresse ? Pas tant que ça, parce que moi j'ai bougé au fur et à mesure du temps. Je me suis expliqué dans les comités stratégiques de LR. J'ai publié des tribunes dans les Échos, dans le journal du dimanche, dans le Figaro, pour expliquer que j'avais l'impression qu'il faisait beaucoup de télévision, dans laquelle il y avait plus de télé que de vision, quoi. Et à un moment donné, on n'affiche aucune vision du pays. On affiche des micro-mesures. Depuis avec elle ? Non, je lui ai laissé un message pour lui dire que je ne la soutiendrai malheureusement pas. Elle-même a cherché à me joindre à plusieurs reprises. Je l'ai dit à Christian Jacob, et Christian le traduit en attaque personnelle. Enfin, ça montre quand même une certaine faiblesse. Elle tient quand même un meeting important. Après votre défection, si je peux dire, il y a la maire de Calais également. La question, c'est est-ce que tout cela est orchestré ? Est-ce qu'il y a une politique de débauchage ? Est-ce que Valérie Pécresse est la femme à abattre ? Non, ça c'est une posture. Femme à abattre, dans une campagne, vous êtes toujours l'homme ou la femme à abattre de quelqu'un, quoi. Non, c'est la preuve d'une forme de faiblesse, en vérité, puisque les électorats sont... au fond, on est sur des électorats à un moment donné centristes, centre-gauche, les sociaux-démocrates, centre-droit, des gaullistes libéraux, des gaullistes sociaux qui se posent plein de questions sur l'avenir du pays. Et à un moment donné, elle est au milieu dans un milieu inconfortable parce qu'idéologiquement, LR n'a pas réussi pendant ces 5 dernières années à imposer un corpus qui s'impose au fond à Emmanuel Macron et qui empêche Éric Zemmour de naître. C'est comme ça que les choses auraient dû se passer. Ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'il y a eu des erreurs fondamentales. Vous savez, moi, je m'inquiète plus pour la France de mes enfants que pour la France de mon enfance. Je vous ai lu dans le Parisien cette nostalgie, elle est insupportable. Je vous ai lu dans le Parisien, cette phrase m'a frappé. Je comprends que vous préfériez l'avenir au passé, très bien, mais de la France de votre enfance, qu'est-ce qui devrait survivre néanmoins? Parce que cette inquiétude pour l'identité du pays existe. Qu'est-ce qui devrait survivre de la France de votre enfance dans la France de demain? Mais parce que la France de demain, elle doit reproduire les valeurs fondamentales de notre pays. La valeur de l'identité d'un pays, elle est majeure. Là, tous les pays ont une carte d'identité. Il faut évidemment qu'elle le demeure. Et il y a évidemment beaucoup de risques. L'immigration pas maîtrisée, des religions qui n'ont rien à voir en réalité avec les racines de notre pays. Tout ça, c'est beaucoup de risques. Mais c'est aussi l'idée que la France, elle doit lutter contre. C'est un pays qui doit être profondément juste. Il y a des injustices fondamentale dans notre pays qu'on ne peut pas... Je vous donne un exemple, l'inégalité des chances. Quand il faut
4, 5, 6 générations pour passer du grosso modo des 10 Français les plus modestes, grosso modo à la moitié du peloton, y a un mot, et que ça se dégrade, depuis 10-15 ans ça se dégrade, vous vous dites, c'est pas la France de la République. Mais en quoi, la France Emmanuel de la Macron, République, c'est l'égalité des chances à un moment donné. On n'épouse pas les difficultés des générations d'avant, on a toutes les chances lorsqu'on est en France. Et la France, elle a perdu, au fond, tout cela. La notion de service public est aussi fondamentale. La notion de service public, elle a évolué. Pendant le Covid, elle a bien évolué, je trouve. Moi, j'ai trouvé que, par exemple, réduire le nombre de fonctionnaires, et Dieu sait que j'ai porté le sujet, parce que je l'ai même fait en tant que ministre. Aujourd'hui, c'est pas une bonne réponse. Il faut évidemment réduire la dépense publique. Et il faut faire en sorte que les services publics soient plus proches des gens. Attendez, ça c'est quand même... Non, j'ai pas... Attendez, j'ai animé un forum. J'ai animé un forum aux Républicains. 500 000 fonctionnaires. J'ai animé, oui, il faut tout lire. J'ai animé un forum aux Républicains avec Jean-François Copé il y a un an ou un an et demi, où j'ai dit, on ne doit plus indiquer des objectifs en termes de nombre. C'est une erreur. C'était probablement pas une erreur il y a 10 ans. Avec Nicolas Sarkozy, c'est aujourd'hui probablement une erreur. Il faut juste constater à un moment donné que l'efficacité de la dépense publique, la productivité de la fonction publique fait qu'on produit des services publics au moindre coût. Et au fond, donc, c'est un travail de transformation tout à fait considérable à faire. En tout cas, il y a des injustices fondamentales. L'injustice fondamentale entre les générations, elle est majeure dans notre pays. Réponse par les retraites et réponse par la dépendance. L'ombre de Nicolas Sarkozy plane peut-être sur votre soutien à Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez parlé de cela à l'ancien président? Est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce qu'il a eu un rôle dans votre cheminement? Pas du tout. Je n'ai pas parlé avant avec Nicolas Sarkozy parce que d'abord, je ne voulais pas le mettre en difficulté d'appuyer ou pas ma démarche. Ce qui aurait été un signe pour lui-même plus que pour moi-même. Donc je n'ai pas voulu cela. J'ai évidemment un infini respect pour Nicolas Sarkozy. J'ai trouvé qu'on cherchait de temps en temps un peu trop à l'effacer, pour tout vous dire. C'est Valérie Pécresse. Oui, un peu, oui. Et puis globalement, quelques autres. Donc j'ai trouvé que c'était pas bien. Et Nicolas Sarkozy était un grand président et aurait été un très très bon président. La France, elle est moins divisée qu'on ne le croit. À un moment donné, je pense réellement qu'il n'y a qu'une seule France. Il n'y a qu'une seule France. Et cette seule France, elle est composée d'un certain nombre de diversités. Et simplement, elle doit être plus forte que les diversités qui la composent. À un moment donné, si on considère que la France, on accepte qu'elle est divisée, alors ça ne fonctionne plus. Et vous croyez que c'est Emmanuel Macron qui est le mieux à même à réaliser cette unité? Je prends ce pari, Sonia Mabrouk. Et c'est un pari sur lequel il y a beaucoup de preuves pour montrer que je probablement pas tort. Monsieur Woerth, vous êtes à la tête de la puissante commission des finances de l'Assemblée nationale. Les Républicains vous demandent de partir parce qu'elle doit échouer à l'opposition. Qu'allez-vous faire sur ce sujet? Non, je ne vais pas partir. J'ai expliqué à Christian Jacob, il n'était pas très content, mais c'est pas tellement le sujet. La commission des finances comme l'Assemblée vont siéger encore à peu près une semaine ou une dizaine de jours. Pas démissionner, d'autant plus que j'ai mon rapport il y a une semaine, un rapport de président de la commission des finances. C'est pas une obligation, mais mes prédécesseurs l'ont fait, dans lequel je vais préciser un certain nombre de choses. Donc, bien évidemment, je ne partirai pas. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'y a plus de vote et il n'y a plus non plus de travaux de contrôle. Donc, on est dans des auditions. Donc, non, je ne veux pas démissionner de ce mandat. Je sais bien que ça ferait plaisir à certains, mais désolé de ne pas le faire. Merci Eric Woerth d'avoir choisi le grand rendez-vous pour expliquer votre choix, dites-vous, pour l'intérêt de la France. Merci encore. On va marquer une courte pause et accueillir notre second invité, c'est le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier.